Salut les amis, c'est Orpheus, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente année 2019 et on se retrouve aujourd'hui pour la première review de l'année et on va faire le débriefing et le comparatif de l'épisode 4 de Senseiya Sentia Show par rapport à son manga. Alors, on va commencer tout de suite par l'introduction de l'épisode qui nous fait un bref résumé des 3 épisodes précédents et qui dans la foulée nous montre l'arrivée de Shoko au pied de l'escalier qui mène au temple d'Eris, telle une étoile filante qui s'écrase comme une grosse merde. Et donc en haut de cet escalier on retrouve donc les deux personnages que sont Athée et Phonos. Phonos qui est mal en point, qui est allongé sur le sol, agonisant, qui demande de l'aide à Athée. Et on voit que Athée décide de l'exécuter, de le mettre à mort parce qu'il a échoué face au chevalier de bronze et face à Athéna. Alors, c'est déjà un passage qui pour moi me pose un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est un passage qui n'existe pas dans le manga. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué dans la review précédente, rappelez-vous. Phonos n'apparaît pas à ce moment-là devant Shoko, hein, donc Shoko ne le découvre pas comme dans l'épisode 3 sur Terre face à Athéna, non. Phonos est on le rencontre dans le manga lorsque Shoko décide de s'agripper aux branches de la discorde après la première apparition d'Eris et lorsqu'elle bat en retraite vers son temple. C'est à ce moment-là qu'on découvre Shoko qui est attaché par les filaments d'araignée dans le monde, enfin en tout cas dans le lieu dans lequel se trouve Phonos, et c'est là qu'on va voir l'affrontement entre les deux se dérouler. Alors quand je dis affrontement, c'est péjoratif. Pourquoi? Parce que en fait il n'y a pas d'affrontement réel entre Phonos et Shoko vu qu'elle est mise à mal par Phonos, et c'est à ce moment là qu'on voit apparaître Milo du Scorpion qui vient à la rescousse donc de Shoko. Apparition de Milo qui est faite ici dans la fin de l'introduction lorsque Shoko est mise à mal par Athée. Voilà. Alors, ça pose problème. Pourquoi? Parce que Phonos, même s'il n'a pas un rôle extraordinaire dans le manga, il a quand même son petit passage avec son affrontement face à Milo. Et c'est là qu'on voit justement donc l'apparition de celui-ci avec l'explication qui va s'en suivre concernant donc sa mission. Je trouve ça important d'avoir fait ce genre de truc parce que ça permet justement d'avoir du dynamisme dans le récit. Et ici au final on voit on a bâclé le personnage de Phonos, hein, on l'a fait faire un petit combat à la fin de l'épisode 3, puis après hop il s'en va, et ici on l'exécute, on le raye de la carte, on le raye du scénario par un simple coup de gomme. Et voilà, personnage qui n'est pas du tout exploité, même si c'est vrai au départ c'est pas un personnage ultra important dans le manga. Alors, s'ensuit après donc cette introduction, comme d'habitude le générique, hein, et à la fin de ce générique donc on retrouve donc Milo face à Athée, Athée donc dont on retrouve donc une anecdote, c'est celle de la vieille dame que l'on rencontre dans l'épisode 1 hein, et qu'on retrouve également dans le tome 1, donc la vieille femme qui ressemble à la vieille sorcière de Blanche-Neige, où en fait on explique que en fait à la base c'est Athée qui en manque d'énergie avait le corps d'une vieille femme meurtrie et qui donc avait déjà à l'époque essayé donc de choper donc Shoko pour servir de réceptacle pour l'âme d'Eris, et que après donc sa défaite face à Milo, hein, et bien donc elle pendant 5 années elle s'est nourrie donc du sang versé par les conflits faits par les êtres humains pour pouvoir récupérer toute son énergie, tout son potentiel et un corps de jeune fille. D'accord, corps de jeune fille pardon, qui est mis en scène je trouve de manière très sexuelle. On la voit se caresser l'entrejambe jusqu'à la poitrine, et je trouve que c'est pas un passage qui est forcément nécessaire. Voilà, je trouve pas ça hyper intéressant, mais bon, voilà, c'est là. Je trouve que ça a une connotation un petit peu sexuelle. Ça n'est pas retranscrit comme tel dans le bouquin, et donc voilà, je trouvais que c'est un petit passage qui n'est pas très intéressant. Donc c'est un affrontement qui a lieu dans le bouquin juste après l'affrontement entre Milo et Phonos, d'accord. Donc Phonos lui il est terrassé par Milo, et affrontement donc qui se déroule pratiquement de la même manière, un petit peu moins expéditif parce que fatalement dans le bouquin il y a un peu plus de pages, on a plus de temps, donc on peut poser un peu plus les combats, les affrontements, et fatalement c'est un peu plus dynamique.
là aussi où il y a une grande divergence par rapport, une grosse différence même, une grande tangente qui a été prise par rapport donc au manga, c'est la mort de AT. Donc on la voit donc qui s'englobe d'un cocon comme ça, qui part en pointe et qui vient attaquer Milo. Milo qui envoie sa Scarlet Needle pardon, Antares vers AT. On voit que l'animation, et ça on en reparlera après, bah, elle était déjà pas terrible. On voit que au travers de l'animation, il terrasse AT et on voit AT qui prend feu hein, dans un genre de feu violacé comme ça et qui disparaît. Alors là, c'est un problème aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le bouquin, ce n'est pas Milo qui terrasse AT au final. Donc Milo porte son attaque, ça c'est bon. Mais par contre, lorsqu'elle est au sol, c'est Rigel Dorion qui terrasse AT en arrivant dans son dos et en la faisant brûler avec son attaque des feux follets. Voilà. Donc là aussi, il y a une grande différence qui est faite. Pourquoi? Parce que dans la foulée, dans le manga, après le passage d'AT, il y a donc l'arrivée de Rigel. Dans la foulée de l'épisode, on retrouve donc Saori Kido qui est en discussion donc avec Mayura, hein, le chevalier d'argent du Pan, qui donc dit que voilà, même si elle n'est pas en possession de ses pleins pouvoirs, ben, elle doit faire quelque chose, elle ne peut pas laisser les chevaliers qui se battent, les gens qui se battent pour elle tout seul comme ça, sans aide. Ça suit avec le manga. D'accord. Dans la foulée, on retrouve donc l'affrontement entre Milo et Rigel Dorion. Alors, là aussi, il y a quelque chose qui est assez spécial. Pourquoi? Parce qu'on voit Rigel Dorion au travers d'un flashback qui est en présence de Kyoko. Alors, on pourrait imaginer certaines choses. Hein. On pourrait se dire, tiens, Rigel Dorion, il a rencontré donc Kyoko sur un lieu d'entraînement. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, quand je vois un petit peu l'écran, hein, l'image, ça me fait fortement penser au sanctuaire dans Senseiya Omega. Alors, pour ceux qui ont vu Senseiya Omega, ça me fait un peu penser à ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est le sanctuaire comme tel, hein, ou si c'est un clin d'œil fait à Omega, mais c'est à ça que ça me fait penser. Cependant, dans l'animé, donc, on nous montre ce passage, ce plan, hein, avec cette montagne en arrière-plan, avec ce genre de demeure, avec des clochers, là, hein, et un énorme lac. Et on les voit tous les deux l'un à côté de l'autre, hein, sur l'herbe. Ça laisse à supposer qu'il y a un lien sentimental entre les deux. Ouais, ok. Alors c'est encore une pure fiction. C'est encore une pure fiction parce que dans le manga, jamais on nous montre les deux ensemble et jamais il y a un flashback où on voit Rigel avec Kyoko. On ne les voit pas. Donc c'est quelque chose qui était supposé, qui a été mis en place encore par la production. Donc sur les 11 tomes actuellement sortis, il n'y a rien qui indique ça. Rien de rien. Donc voilà, encore une liberté qui a été faite par la production. Mais c'est vrai que Rigel et Kyoko se connaissent, d'accord, hein, vous pouvez chaque fois le voir hein, au travers des différents scans que j'ai fait des bouquins, que bah oui, on sait qu'il y a un lien entre les deux, mais on n'en sait pas plus. On peut deviner qu'il y a un lien sentimental. Par contre, on ne sait pas s'ils se sont déjà rencontrés dans le bouquin, on ne nous montre pas, d'accord. On ne nous le montre pas. Et comme le disait à juste titre The CNS dans sa review, donc qu'il a posté très récemment donc, sur cet épisode 4, bah, ça laisse un petit peu une incohérence sur le fait du port du masque ou le non-port du masque. Alors même si on sait que c'est une Sentia, elle ne porte pas le masque, donc voilà, ça met encore une incohérence dans le schmilblick. Et voilà, c'est encore une fois une balle que la production se tire dans le pied pour la bonne compréhension, la bonne cohérence de l'animé qui, c'est vrai, prend encore des largesses par rapport au manga. Donc on voit donc cet affrontement entre Milo donc, et Rigel. On voit Kyoko qui arrive devant cette sphère hein, qui est au pied de l'arbre de la discorde et qui essaye donc d'aider sa sœur à s'en sortir. On remarque que Kyoko est encore un petit peu consciente au niveau de son âme, de son cosmos. Dans le manga, Shoko est déjà sur place avec Mi, qui a été envoyé par Athéna. Hein, donc rappelez-vous, Mi qui disait à Athéna dans l'épisode précédent, je vais aller à votre place. Bah, Mi est déjà là à ce moment-là. Bon là, elle arrive plus tardivement, mais c'est pas un problème en soi. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve donc aussi le passage, comme dans le manga, avec donc Shoko qui essaie d'expliquer donc à Milo qu'il faut absolument pas faire
ce qu'il lui il a envie de faire, c'est-à-dire éliminer sa sœur parce que elle sait que sa sœur est toujours là. Et donc on voit l'explication de Milo qui dit que voilà, il faut choisir entre sauver l'humanité ou sauver une vie. Ben, son choix il est fait. Ben voilà, c'est comme dans le manga, l'attaque psychique qui fait, donc l'emprisonnement, on va dire plutôt psychique, que Milo envoie à Shoko dans le manga, ben, c'est pareil, hein, voilà, donc tout se fait exactement de la même manière. Donc jusque là c'est cohérent. Dans le manga, fatalement, l'affrontement entre Rigel et Milo, bah, c'est un peu plus conséquent, hein. Il y a un peu plus de dynamisme, hein, de dash dedans, d'accord. Et ensuite, dans l'animé, on remarque quoi? On remarque que Athéna, enfin en tout cas le cosmos Athéna arrive auprès de Shoko pour aller à l'encontre de Kyoko, pour aller l'aider. Dans le manga, c'est exactement pareil. Alors, on voit Kyoko donc qui dit à sa sœur ne viens pas. Ouais, jusque là c'est bien, c'est comme dans le manga. Sauf que dans l'animé, qu'est-ce qu'on peut découvrir? C'est que donc Kyoko s'éveille, possédée par l'âme d'Eris, avec ses ailes noires dans le dos, d'accord. Et s'ensuit donc une discussion, d'accord. Une attaque qui est portée par Eris à l'encontre de Shoko. Et avec des petits flashbacks, hein, de Shoko qui repense à sa sœur, hein, quand elle était à la demeure grade, etc. D'accord. Et on voit donc à un moment donné, donc dans l'animé, que Athéna donc va aller aider donc comment, Shoko, mais que dans le même temps donc l'âme de Kyoko arrive à s'extraire de son de l'emprise d'Eris et arrive à maintenir ce serpent qui d'un coup jaillit de son corps pour aller faire un changement de réceptacle, hein, parce que on voit qu'il y a un problème, hein. Eris se rend compte qu'elle aura plus facile d'aller avec Shoko, hein, d'accord. Et donc elle décide donc de la retenir et elle dit à Milo vas-y, il faut m'abattre, je me sacrifie, d'accord. Lorsque l'attaque est portée donc par Milo, on peut voir aussi donc que Rigel subit une attaque faite par Eris, et donc Rigel est terrassé, hein, en tout cas dans un premier temps il est terrassé, et on voit donc Eris, le corps d'Eris disparaître, exploser. On voit l'arc de la discorde qui explose, d'accord. Et on voit Shoko qui entend l'âme de sa sœur lui dire qu'elle est heureuse que ce soit elle qui porte l'armure du petit cheval, d'accord, etc., etc. Avec toute la mise en scène de fin qui suit, c'est-à-dire le temple d'Eris en feu, avec les pétales qui volent, là, tout le monde qui pleure un coup, d'accord. Dans le manga, c'est pas du tout comme ça que c'est présenté, d'accord. Là encore, c'est encore une liberté qui est prise par la production. Pourquoi? Parce que dans le manga, après le combat contre Rigel, donc ce passage donc avec Athéna qui va avec Shoko à l'encontre de Kyoko a lieu aussi, mais pendant tout ce passage, le corps d'Eris, enfin l'esprit d'Eris pardon, est toujours présent, mais est enveloppé par l'âme d'Eris. L'âme de Kyoko pardon est toujours présente, mais est enveloppée par l'âme d'Eris. Et ce n'est qu'au final que, même avec ses ailes dans le dos, Kyoko est toujours présente et que au final donc ce serpent surgit et que c'est là que Kyoko décide de fusionner avec pour que Milo puisse terrasser Eris, d'accord. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'affrontement entre Eris, enfin en tout cas avec Kyoko, hein, qui est possédé par Eris avec ses ailes vers Shoko, ça n'existe pas. Voilà, c'est une invention faite par la prod, et donc je trouve pas ça génial au niveau du scénario, parce que c'est tellement plus simple et plus cohérent et plus compréhensible de suivre ce schéma qui a été établi dans le manga. Et ici je trouve qu'on commence vraiment à s'y perdre dans les tenants, les aboutissants. Je trouve que ça commence vraiment à prendre une ampleur qui est négative pour la série animée, et c'est vraiment dommage, d'accord. Après, une fois que c'est fait, donc la mise à mort d'Eris se déroule de la même manière, hein, Milo porte son attaque, etc. Donc voilà, tout se passe bien. Et donc voilà, après la scène de fin que l'on voit dans l'épisode 4, donc, hein, où tout brûle, où tout le monde se dit que
hein, c'est mieux comme ça, et qu'il va falloir relever un petit peu la tête et arrêter de pleurer. Voilà, tout est identique dans le manga, on parle exactement de la même chose. Sauf que la finalité du manga, c'est non pas le temple d'Eris qui est en feu et puis voilà, ça se termine ainsi. Non, on introduit déjà la suite, c'est-à-dire le tournoi galactique. Voilà. Enfin, les guerres galactiques, le Galaxian Wars. À la fin de l'épisode, après le générique de fin, on y découvre quoi? Un petit teaser sur l'épisode suivant où on revoit plusieurs personnages, hein, d'accord, dont Seiya, d'accord, en vitesse. Alors, je vais essayer de résumer tout ça de manière très constructive et très claire, parce que, comme d'habitude, voilà, il y a beaucoup de largesse qui a été prise dans le storyboard. Pour moi, il y a déjà un problème majeur dans cet épisode, de nouveau, c'est la cohérence entre certains faits du manga et certains faits présentés dans l'animé. Donc déjà le personnage de Phonos qui est bâclé, hein, on le supprime vite fait bien fait, ça je trouve ça vraiment dommage. La mise à mort d'Athée qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe dans le manga, hein, c'est Rigel qui tue Athée. Et pareil, Rigel, quand on le voit, il y a le combat et puis hop, il disparaît. Dans le manga, je vous rassure, c'est pareil, on le voit ramasser les coups. Alors là aussi, par contre, nuance par rapport au manga, c'est que Rigel d'Orion, lorsque Eris est terrassé par Milo, on voit donc le corps qui explose, hein, et on voit Rigel qui disparaît dans une gerbe de flammes bleues, d'accord, et enfin qui est envoyé en tout cas dans les airs avec une gerbe de flammes bleues, puis après on le voit au sol dans les flammes. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le manga, ça, d'accord. Il reçoit le coup qui est porté au départ et puis on ne le voit plus. Donc là encore c'est une liberté qui est prise dans l'animé, parce que je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont envie de faire disparaître Rigel d'Orion purement et simplement aussi. Dans le manga c'est pas comme ça, d'accord. Donc sans spoiler, ça veut dire que Rigel va revenir, voilà, hein, ça c'est clair. En expliquant ça, fatalement vous avez tous deviné que Rigel il est pas mort, d'accord. En tout cas on va le revoir. Là, à mon avis, peut-être qu'ils ont décidé de l'effacer aussi du contexte, et c'est peut-être le fait que on le voit dans les flammes allongées, voilà, que ça brûle, hein, d'accord. Donc voilà, c'est déjà encore un problème, c'est que, encore une fois de plus, il y a des libertés qui sont prises de part et d'autre au niveau donc du scénario. Je trouve qu'au niveau de l'animation, c'est pas super non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des plans qui sont complètement dégueulasses. On voit un gros plan sur Eris lorsque elle est donc dans le corps de Kyoko là, avec les ailes noires. On voit, elle a un visage complètement dégueulasse. Il y a un moment où on voit Rigel d'Orion, il est complètement grossier, et brouillon je trouve, alors que le plan d'après, on le voit, il est super nickel. Idem pour Milo, hein, il y a un passage avec Milo où on voit que il est grossier, alors que le plan d'après, il est beaucoup mieux travaillé. On peut voir aussi, et ça The CNS en avait fait part dans sa review, on voit que lorsqu'il y a l'attaque de Milo qui est portée donc sur Athée avec la Scarlet Needle, on voit l'attaque portée en saccade, en 3 saccades, un peu comme le passage dont The CNS avait relevé, hein, avec Caron d'Acheron dans le Mekai N, où on voit donc cette barque qui s'en allait saccade par saccade. Moi je trouve pas ça génial, c'est vrai que pour faire ça, ils auraient pu faire quelque chose de vachement plus dynamique, de plus lumineux, hein. Ils ont envoyé une gerbe de flamme ou quoi, enfin une gerbe d'énergie, ça aurait été vachement plus esthétique et beaucoup plus crédible que cette attaque en saccade qui pour moi est vraiment ratée aussi. C'est vrai qu'il y a certains plans sur Choco qui sont pas forcément beaux non plus. Son arrivée au pied du temple d'Eris, là, hein, au pied de l'escalier, pareil, c'est vrai que c'est pas très décoré, c'est très succinct, ouais, ok, c'est vrai que voilà, on voit qu'au niveau de l'animation, ça pêche encore par certains moments, et je suis persuadé, c'est mon humble avis, qu'il y a 2 équipes qui travaillent là-dessus, et qu'il y en a une qui est peut-être moins bonne dans l'animation, j'en sais rien, mais enfin je serais pas étonné, parce que je vois pas trop la raison de faire une qualité moins bonne et puis dans la foulée quelque chose de mieux, enfin voilà. Que dire de plus? Que cet épisode 4 pardon, reprend les 2 tiers restants de du tome 3, on va y arriver. Donc dans l'épisode précédent je vous disais que l'épisode 3 reprenait le premier tiers donc, du tome 3, ici cet épisode 4 reprend les 2 tiers restants
du tome 3. C'est vrai que j'ai pu lire des commentaires sur des gens qui disaient ouais c'est très rapide, ça va trop vite. C'est vrai, ça va vite. Pourquoi? Parce qu'il nous montre au final 3 affrontements, hein, Athée, Rigel et Eris, 3 affrontements qui se déroulent en 20 minutes et que fatalement c'est très très court pour montrer 3 affrontements, hein. Rappelez-vous dans le temps quand on voyait Seiya qui affrontait Aldébaran du Taureau, d'accord, ou qu'on voyait Yoga qui affrontait Milo du Scorpion ou d'autres dans d'autres passages avec les Chevaliers d'Or, un combat prenait 2 à 3 épisodes, quoi, d'accord. Ici on voit qu'un combat c'est 10 minutes, quoi, même pas 10 minutes, donc ils vont vite. Alors je peux comprendre qu'ils aillent vite parce qu'on peut pas non plus tirer en longueur sur un affrontement, mais enfin en attendant ça donne une impression de va vite. Et que on essaie de bâcler, on a une impression de bâcler les choses, voilà. Et c'est peut-être pas forcément ce qui va le mieux. Je pense qu'au lieu de se dire on va faire 10 épisodes pour montrer un maximum, il aurait été intéressant de faire peut-être 15 épisodes et de montrer tous les tomes. Ici au bout de 4 épisodes on a fait que 3 tomes, et dans les 3 tomes qui ont été faits on n'a pas eu les renseignements principaux. Et comme le disait très bien The CNS dans sa review, par exemple le pourquoi du comment du non-port du masque chez les Sentia n'a toujours pas été délivré dans l'anime. Or dans le manga c'est dit d'entrée de jeu. Et il y a plein de petits détails comme ça hyper importants qui ne sont pas faits dans l'anime. Et je le lis régulièrement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'interrogent sur le pourquoi du comment, et quand j'explique aux gens on me dit ouais mais non, comment tu peux savoir? Je peux savoir parce que j'ai les bouquins et que j'ai lu les livres. Donc fatalement quand je vois les animés je vois exactement ce qui en ressort et ce qui n'en ressort pas, et fatalement j'en vois les incohérences, et fatalement il y a énormément d'incohérences. Et c'est vrai que quand on prend et je le dis et le répète, l'animé de base avec l'histoire de Kurumada, hein, déjà l'anime qui avait pris des libertés par rapport au manga dans certains points, heureusement pas dans tout, et qu'on le met à côté de celui-ci, on voit que la mise en parallèle coince à bien des moments parce que il y a des choses qui ne sont pas expliquées, ou des choses qu'on explique et qui n'existent pas, comme le fait que Rigel soit à côté, hein, on voit des flashbacks de Rigel et de Kyoko avec les deux ensemble, hein, au bord d'un lac, alors que ça n'existe même pas dans le manga. Donc là on laisse supposer à des gens, imaginer à des gens des choses où les gens vont s'interroger, se poser des questions, hein, et se faire des films sur des pourquoi, des comment qui n'existent déjà pas à la base dans le manga. Par contre tout ce qui est point important dans le manga on ne le retranscrit pas dans l'animé. Alors moi j'aurais préféré par exemple ne pas voir Phonos par exemple, hein, et faire quelque chose de plus cohérent avec Emony, parce qu'au final le combat avec Emony il est vachement bâclé aussi, hein, dans l'épisode 3 c'est très bâclé. Donc voilà, la production essaie je pense de faire un juste milieu entre vitesse et rentabilité et qualité, et je trouve que là pour l'instant on est dans la vitesse, dans la rentabilité mais pas dans la qualité. On n'est vraiment pas du tout dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui va pêcher énormément je pense pour la suite, et je pense que c'est quelque chose qui va faire en sorte que beaucoup de gens ne vont pas accrocher du tout à la série animée, je pense. Je serais pas étonné qu'au bout du 10e épisode la Toei décide de ok on arrête, on n'a pas de succès. Pourquoi? Parce que soit les gens ne vont rien y comprendre, parce qu'au final on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, il y a des choses qui sont vraiment incohérentes visuellement, ou alors tous ceux qui auront lu les mangas vont se dire voilà l'animé il n'a ni queue ni tête, il ne suit pas du tout l'histoire, et fatalement ça ne va pas. A l'instar, si on prend Lost Canvas en animé, les 2 saisons qui sont faites, ça suit, mais je vais dire mot à mot, image par image, mais quasiment tout ce qui est fait dans le manga. Alors pourquoi ça a pu être fait comme ça en 2 saisons et pas ici? C'est vrai que maintenant Lost Canvas il y a plus de saisons, il y en a 2, il y a plus d'épisodes c'est vrai, mais bon voilà, c'est un choix qu'il faut faire, hein, si on veut accrocher l'audimat et les fans, il faut à un moment donné savoir dans quel jeu on joue. Donc voilà, ces libertés pour moi sont de nouveau des contraintes pour la bonne suite de tout ça. Donc voilà, hein, le côté expéditif, ça je l'ai dit, le dessin, je l'ai dit aussi, l'animation, hein, avec Milo, c'est pas génial non plus. Que dire de plus? Si ce n'est qu'au final, bon, il reprend quand même les 3 des 4 combats principaux du tome 3. Hein,
hein, voilà, Sylphonos, bah, c'est pour mémoire, hein, même l'épisode 3, c'est pour mémoire vu que ça n'existe pas comme tel. Ensuite, la partie Catena et Mayura Dupont, c'est pareil, jusque là ça me posait pas trop de soucis. Maintenant, je suis quand même curieux de voir comment ça va se dérouler la suite, comment ils vont aborder la suite dans l'épisode 5. Parce que fatalement, dans le tome 3, à la fin du tome 3, on nous montre que Eris est toujours présente. On nous le montre, donc voilà, j'en fais pas c'est pas un spoil, parce que la logique va faire que Eris sera toujours là, évidemment. Mais on nous le fait quand même comprendre que ici, c'est vrai que la fin de l'épisode 4, ben, on pourrait nous laisser supposer que Eris a été détruite et que Kyoko a disparu, et que là aussi ça donne une grosse impression de travail bâclé, parce que 4 épisodes pour mettre en place une déesse avec ses chevaliers fantômes, etc., ses dryades, et qu'en 4 épisodes, on règle le bazar, on le plie, emballé, ficelé, envoyé, et que au bout de 4 épisodes, ben, tout le monde a ramassé sa dose, et que tout le monde a été bien liquidé, et que Milo, tout seul, a vaincu tout le monde, bah, c'est vrai que ça fait un peu facile, un peu easy, et que, bah oui, on se dit, bah, c'est quoi que ça pour une série animée, c'est bâclé, en 4 épisodes, on nous raconte une histoire qui aurait pu avoir une plus grande ampleur. Bah oui, fatalement, le bouquin, il n'est pas fini, l'histoire, elle n'est pas finie. Mais c'est vrai que quand on voit l'épisode 4, bah fatalement, on se dit, bah tiens, c'est fini quoi. Ah, je suis déjà arrivé au bout de 114 épisodes. Ah non, c'est le 4ème. Ah merde, qu'est-ce qui va arriver après? Ah bah on se demande, on va voir qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre. Bah, ils vont pas encore nous pondre autre chose, une autre histoire, c'est toujours la même histoire. Mais on va y rencontrer maintenant d'autres personnages, et vous allez voir, et j'espère que là-dessus ils vont faire un effort. Les personnages qu'on va rencontrer, il y a vraiment du lourd à raconter. Je vous promets que si jamais, et franchement je vous le redis encore une fois, mais si jamais vous avez un gros doute, une grande appréhension avec cet animé, donc Sensei Sentai Show, je vous invite franchement les amis à aller lire les livres. Vous allez voir que les livres, ils sont juste mais extraordinaires. On y découvre des choses, des personnages, on remonte des personnages. Je vais pas vous les spoiler parce que sinon il n'y a plus de surprise, mais franchement je vous garantis qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Maintenant voilà, la fin de l'épisode 4, bah oui, quand on voit comme ça, bah on pourrait se dire tiens, ça y est, c'est fini. Ouais, on est arrivé au bout des 114 épisodes, mais non, c'est pas le cas, c'est le 4ème. Voilà. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour de tout ça. J'espère ne pas avoir été trop long parce que encore une fois c'est pas évident de raconter donc en une vingtaine de minutes tout ce qui peut se dérouler dans cet animé. Il y a quand même pas mal de choses à dire à chaque fois, hein. C'est toujours la même chose, hein. Des libertés qui sont prises, et encore une fois des petites choses qui devraient être et qui ne le sont pas, et des choses qui y sont et qui ne devraient pas y être. Donc voilà, choix de la production, mais qui au final je pense va leur porter préjudice, parce que au fur et à mesure que ça passe, je me rends compte qu'au niveau scénaristique, je ne parle pas du qualitatif au niveau de l'animation, mais au niveau scénaristique, ça pêche méchamment. Ça pêche méchamment, et maintenant ça m'empêchera pas de faire le débrief des 10 épisodes, hein, parce que je prends du plaisir à les regarder malgré tout, même si pour moi voilà, ça ne vaut pas le manga. Mais voilà. Espérons que ça corrige un petit peu le tir, hein, qu'il y ait des retours qui arrivent à la Toei et qui se rendent compte que voilà, il va falloir corriger le tir. Mais bon, je pense qu'à mon avis, les 10 épisodes sont déjà en boîte depuis longtemps, et qu'ils sont en train de se tâter pour savoir s'ils vont faire la saison 2, hein, enfin en tout cas les prochains épisodes. Je pense qu'ils vont se tâter, parce qu'à mon avis, l'audimat doit pas être excellent. En tout cas, si vous avez des informations concernant l'audimat de Sensei Sentai Show, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que je suis quand même curieux de voir l'audimat de la série au Japon en tout cas. Je suis quand même curieux de savoir. Voilà les amis, là-dessus, on va clôturer donc ce débrief comparatif de cet épisode 4, hein, avec son manga. Je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente année 2019. J'espère qu'elle vous sera propice et bénéfique dans tous les domaines. La prochaine review, ce sera une review portée donc sur une figurine. Je ferai la figurine. Parce que maintenant c'est vrai que je l'avais promise et je vais la faire, et j'ai attendu un petit peu de la faire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un nouveau décor qui va arriver, et j'en profiterai à ce moment là en même temps pour vous montrer le décor donc qui a été réalisé à ma demande, mais je vous en parlerai un peu plus
dans cet épisode-là. En tout cas, je ne sais pas encore si je vais faire une review sur le décor pour vous le montrer, ou si je le ferai en même temps que la figurine, je ne sais pas encore, je ne tâte. Je verrai bien comment ça se passera. Mais en tout cas, la prochaine review sera portée en tout cas sur de la Miklos, soit décor et Miklos, soit l'un et puis l'autre, je verrai bien. Mais voilà, ce sera porté là-dessus. Et de toute façon, il y aura encore le débrief de l'épisode 5 qui lui se fera donc bientôt aussi, vu qu'épisode 5 va arriver, je pense, le 14 janvier, si je ne me trompe pas. Voilà les amis, là-dessus je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir sur la chaîne de Senseiya, la radio du cosmos, hein, quand je dis la chaîne c'est le site internet, hein, allez voir un petit peu les news qui s'y passent. Je vous invite à aller voir toujours les reviews de mes confrères youtubeurs, hein, qui fassent du Senseiya ou non, hein, ou autre chose, hein, que ça fasse du rétro gaming, que ça fasse du Dragon Ball, que ça fasse de la collection de capsules, de cartes à jouer ou que sais-je, voire de Pokémon. Je vous invite à aller, hein. Moi j'adore faire ça, j'adore aller voir lorsque je travaille, mettre en fond ou sur mon deuxième écran les reviews des autres personnes, hein, que eux diffusent, hein, parce que voilà, ça permet de découvrir d'autres choses. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien, hein, ok? Allez, salut les amis, à bientôt, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.